Bonjour à tous. Dans une précédente vidéo, je vous parlais de la difficulté à appréhender les mots mort et maladie, entre autres, parce que bien sûr, il y avait beaucoup d'autres termes autour, et puis nous avons exploré déjà plusieurs notions finalement, mais c'est vrai que quelque part, la notion de peur et la notion euh, liées, doubles plutôt on va dire, mort, maladie, ce sont des notions qui en fait prennent beaucoup d'espace dans nos vies et qui, hélas, nous laissent moins, je dirais, prendre en main les choses depuis le cœur de notre pensée et la pensée depuis notre cœur. Quand j'accompagne les personnes sur des prises de conscience par rapport à leur mode de communication, c'est aussi pour leur permettre de comprendre que nous sommes ce que nous pensons. Alors nous sommes ce que nous pensons de nous, nous sommes ce que nous pensons des autres. Euh, vous pouvez le tourner à peu près dans tous les sens. Pour moi, si nous sommes ce que nous pensons, ça convient à toutes les situations. Et alors, c'est là qu'il est intéressant d'observer le... J'ai déjà un peu de mal à le dire en fait, mais c'est pas grave, on va évacuer quelque chose, on respire bien et puis on va le dire. Il est important d'observer le vocabulaire que l'on utilise. Alors, le vocabulaire que l'on utilise, ça peut être sur n'importe quel sujet, au hasard, comme ça, vous en prenez un sujet facile, un sujet difficile, peu importe. Hein, de toute façon, à un moment donné, il faudra essayer de traverser à peu près tout quand même dans sa propre existence. Et puis observez le vocabulaire que vous utilisez pour ce sujet-là. Alors si par exemple c'est pour du relationnel difficile, bah évidemment, vous allez aller chercher très probablement du vocabulaire qui est adéquat pour parler de cette difficulté relationnelle. Je ne sais pas, moi par exemple, si c'est avec votre patron ou votre patronne, quelqu'un qui est censé avoir le pouvoir hiérarchiquement sur votre situation professionnelle, bah, si vous êtes en fait dans une situation conflictuelle, pour quelque raison que ce soit, euh, bon, d'une part, moi je dirais qu'en fait, tout provient de vous. Si dans le cadre d'un rééquilibrage énergétique et émotionnel, prenant conscience de ce qui se passe en vous, vous arrivez à vous sentir mieux, vous verrez que la situation à l'extérieur de vous, même en relation avec d'autres, va se sentir mieux elle-même. Et ça, vous en ferez la vraie expérience. Mais quelque chose aura changé dans vos pensées et dans votre vocabulaire. En toute logique, si vous sentez mieux, si vous vous sentez mieux, pardon, bah vous allez arrêter de dire par exemple que vous vous sentez mal. Ou alors c'est que là on a une vraie difficulté, mais psychique, qui ne veut pas admettre qu'on va mieux. Ça peut arriver aussi. Il y a des personnes aussi qui peuvent accepter de jouer les manipulateurs et les manipulatrices pour faire croire qu'ils ne vont pas bien, pour obtenir de l'information, de l'attention, de l'argent, de l'aide, etc. En fait, l'humain est souvent en train de se placer en victime, bourreau, sauveur. Victime, bourreau, sauveur. Bon, ça tourne. C'est des jeux qui, finalement, des jeux de masques sociaux qui sont loin d'être amusants, mais la plupart des gens fonctionnent là-dedans. Alors, dans une première partie de notre vie, tout ceci est inconscient, comme les peurs de certains mots, etc. Et puis on se dit juste un peu atterré, « Ah mais moi je peux pas penser à l'idée de la maladie ou de la mort. » Ok, d'accord, je peux pas y penser. Bah pourquoi je suis en train d'en parler en fait? Et si je suis en train d'en parler, c'est que je suis en train d'y penser. Donc je peux y penser. En fait, je peux aussi admettre qu'y penser me rend mal à l'aise. Voilà, d'accord? C'est une autre formulation, mais qui est plus juste. Et qui dit avec vérité, eh bien il y a des sujets qui font que je me sens pas bien. Alors après, on pourrait continuer à vivre comme ça, puis à accepter qu'on va pas bien. Et on peut aussi décider, moi c'est plus mon point de vue, et c'est là où généralement on vient me chercher pour des accompagnements, on peut décider aussi de modifier les choses
et de faire en sorte que tout aille mieux. Alors tout en une fois, en général, c'est impossible. Même s'il y a des miracles, on n'améliore pas tout dans une vie ad vitam aeternam en une seule fois. C'est des phénomènes graduels qui amènent des améliorations visibles ou invisibles. Et puis parfois, il y a une sorte d'épiphanie parce qu'on a vraiment touché à ce moment-là une lumière plus importante. Et puis peut-être que ça, c'était un déblocage qui se nourrissait depuis 12 ans, 20 ans. On sait pas. Il peut y avoir des cycles très longs parfois. Hein. On n'est pas forcément sur des cycles de 10 secondes, 10 jours, 10 mois. Même si nous avons la chance de vivre dans une société actuellement très rapide. Et que si vous avez des prises de conscience rapides et des acceptations rapides de ce qui ne va pas dans votre façon de penser, et bien forcément c'est encore plus rapide. Voilà. Donc il y a des mots qui nous font peur, il y a des mots qu'on peut explorer, et puis un mot c'est une pensée à la base. Donc c'est une participation à quelque chose qui fait partie de la vie et en même temps on n'a pas envie. Bon. Alors autant vous dire que quand ce sont des, quand ce sont des phénomènes naturels comme la maladie, la mort, la guérison, ne pas savoir en parler, ne pas vouloir en parler, ne pas vouloir regarder cela en face, ça complique d'autant plus la tâche. Alors, le déni est psychologiquement mis en place parce que ça nous semble trop difficile de faire face à la situation sur le moment venu. Laissons-nous un peu de temps et reprenons la situation à un autre moment. En effet, je sais pas, moi, au 1er janvier, il n'est peut-être pas facile de penser au décès prochain de quelqu'un, eh bien, alors que par exemple, le 1er janvier, ça veut dire intrinsèquement qu'on a toute une bonne année devant soi, etc. Bon, d'accord. Au 31 décembre, ça pourrait être difficile aussi. Parce qu'on pourrait se dire, à partir de demain, il y a toute la nouvelle bonne année qui arrive, et voilà. Bref, le moment, en fait, n'est jamais bon, entre guillemets, quand on a décidé qu'on a peur et qu'on n'accepte pas quelque chose. Pour la mort, souvent on ne l'accepte pas parce qu'on ne veut pas être séparé de cette personne qui s'en va, de cette situation qui s'en va, de cet animal, etc. D'accord ? Et si c'est à propos de sa propre mort qui est en train de se dessiner, la force de l'acceptation facilite aussi la transition. Imaginez que vous venez de comprendre que vous êtes en train d'être préparé pour partir, je ne sais pas moi, à 8000 km de chez vous en voyage. Et dans ce cas-là, vous, d'un coup, vous dites non, non, en fait, j'y vais pas. C'est pas pour moi, c'est pas mon moment, c'est pas maintenant. D'accord. Et on vous dit oui, mais en fait, toutes vos affaires partent déjà là-bas. Et puis à un moment donné, il y a 3 mois et demi, vous nous aviez dit quand même, ah oui, oui, j'y vais, c'est bien. Ouais, mais là, en fait, je viens de réfléchir, c'est pas la bonne saison, etc. Bon, d'accord, ok. Dans quelques cas très rares, il y a une sorte de sursis qui est accordé. Dans ma façon holistique et médiumnique, il faut bien le dire, d'accompagner sur les parcours en fin de vie, et les cas de transition, en fait, d'une manière générale, chez l'être humain, j'ai pu observer que lorsqu'on on imagine, on l'imagine pas, mais lorsqu'on pense que la personne a un sursis, en réalité, c'est que elle n'a pas de sursis, elle a simplement envoyé une formulation, parfois inconsciente, mais un peu consciente quand même, incomplète, une formulation incomplète pour déclencher le processus de mise à mort de soi-même. Donc, par la force de la pensée, à un moment donné, il y a une pensée très forte qui entraîne toutes les autres et qui met fin à notre vie. En général, cela ne se fait pas en quelques secondes. Et même quand il y a un décès subi, dont on pourrait dire, mais en l'espace de 10 secondes, sa vie a disparu, en réalité, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a toujours
dans la phase des 4 à 6 mois précédant le décès, des éléments forts de prise de décision d'arrêter de vivre. Que cela ait été communiqué de façon consciente ou pas à qui que ce soit. Et cela appartient à la personne qui est en train de mourir ou qui est morte. C'est son histoire. C'est par rapport à elle. Et en mon sens, en tant qu'accompagnante holistique, je ne le remets pas en question. Probablement que moi, j'essaierai de me programmer autrement, en vertu des connaissances que j'ai. Cependant, une personne qui décide de partir, que ce soit avant l'heure ou pas, eh bien c'est sa décision et cela se respecte. Je n'irai pas jouer le sauveur, parce que de toute façon on ne relève pas les morts, d'une part, et quand la personne meurt de façon terrestre, par exemple, au mois de juin, mi-juin, en réalité, c'est au mois de février qu'il y a déjà quelque chose qui s'est placé avec certitude, sans le moindre doute, dans sa façon de penser pour arrêter cette vie, qui est devenue trop pénible, trop lourde, trop douloureuse, trop ceci, trop cela, mais en tout cas qui n'est plus voulu. D'accord? Vous ne voulez plus de votre plat, vous le repoussez. En gros, si vous le repoussez à 100% de conviction sans le moindre doute, il est vraiment repoussé, le plat. Si vous le repoussez avec un doute et que vous gardez la main dessus ou un doigt, c'est là où vous pourriez dire la décision n'est pas formellement à 100% imprégnée dans l'énergétique de la personne et quelque part il y a une alerte, une deuxième alerte, sursis et compagnie. Bon. Ce que je trouve intéressant dans l'accompagnement en fin de vie et dans les grandes transitions, voire les grosses crises de l'être humain, c'est qu'en fait, ce sont des espaces de transformation où le divin et le joli, le beau, le magnifique, la joie, peuvent être vraiment touchés, vécus, si on se place dans une posture neutre et respectueuse des décisions de la personne qui est en train de voyager et de se former petit à petit à autre chose. J'ai eu la joie, à un moment donné dans ma vie, d'accompagner une personne dans sa prise de décision, vraiment sur ce qu'on pourrait appeler l'ourlet de la mort, hein, du point de vue terrestre, c'est-à-dire que la personne, en fait, si vous voulez, se retrouve en situation de grande urgence, SAMU, etc. Et puis, on comprend que le pronostic vital est très, 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 très engagé et qu'il est peut-être question d'une heure ou deux à vivre encore, du point de vue médecine allopathique, scientifique, pompiers, SAMU, etc. D'accord ? Pour moi, de mon point de vue, thérapeute holistique, dans l'énergétique, l'émotionnel, etc., c'est le début d'un énorme voyage où la personne a encore tous ses organes de communication et on a intérêt, selon les caractères, à avoir encore nos oreilles bien ouvertes et nos organes de réception d'informations bien ouverts. Cela se passe en télépathie, mais c'est providentiellement équilibré et joyeux. Tout à la fois, c'est aussi triste parce qu'on est en train d'abandonner peu à peu l'idée d'échanger physiquement, bien sûr, avec cette personne sur Terre. Donc c'est double, voilà. Mais c'est un chemin aussi en accompagnant où l'on peut choisir finalement de rester du côté de la vie et
de ne pas aller dans le pathos, tout en reconnaissant en soi, bah oui, que c'est pas facile en fait à vivre à ce moment-là. Et qu'il y a une part de soi qui pourrait dire, mais moi j'ai envie que la personne reste, ce serait bien, rien ne change. Oui, bon, quand c'est une personne qui vit depuis des mois, des années, je ne sais quoi, de la douleur, du machin, du truc, vouloir que cette personne reste là juste parce que nous, on ne veut pas vivre le deuil qui s'annonce, bon, c'est peut-être un petit peu tortueux comme chemin de vie. Mais ce que j'ai pu observer, c'est que quand on est accompagnateur à ce moment-là, on vit des moments absolument riches en informations, en émotions. On évolue sur plusieurs mondes. Alors pour certains, cela semblerait peut-être difficile à croire, mais les moments où un décès est en cours sont des moments où en fait des portails sont ouverts, énergétiques, des portails d'évolution. Il y a aussi une passation qui se fait au niveau de l'arbre généalogique sur le fameux transgénérationnel. Et pour ma part, à ce moment-là, il m'a été offert de l'observer. C'était un peu comme si j'étais au cinéma, pour de vrai. C'était curieux à vivre, parce qu'il y avait une part de moi qui était dans la douleur du deuil qui était en train de se mettre en place. On était dans les premières heures quand même du décès documenté officiellement. Et donc je démarrais graduellement l'acceptation de la séparation physique. Puis même si je connais plein de choses, je ne sais pas quand même quand je reverrai la personne, si je la reverrai un jour. Tout ça, je n'en ai pas conscience en étant Marina, là, comme ça. J'ai pas tout le temps à disposition, ouvert 24 heures sur 24. Mais là, j'étais invitée, on va dire, invitée à observer, à m'imprégner, mais de scènes magiques, incroyables, où les êtres d'autres dimensions accompagnent la personne que nous appelons mourant ou mourante. Et puis il y avait donc la fameuse distribution du transgénérationnel. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a une part où c'est du prédéfini, déjà depuis au moins une autre personne, une autre génération. Vous savez, c'est comme, on pourrait dire comme des morceaux de laine dans un carton, tout est mélangé, mais il y a des nœuds qui ne se déferont pas parce qu'il y a un accord qui a été donné ailleurs, etc. Bon, c'est un petit peu tout ça pour le simplifier comme ça. Mais en fait, la personne, elle est là et elle est la mourante, le mourant est là en train d'avoir une possibilité, une tribune ouverte, possibilité d'exprimer des choses. On lui donne aussi la possibilité voilà, juste par une pensée globale extrêmement rapide, de balayer des choses. Il y a des cadeaux qui sont octroyés. Donc les cadeaux, ce sont vraiment du transgénérationnel agréable à vivre, ok? Facilitant, d'accord? Facilitant vraiment dans l'envie de vivre et de respecter le réel. Il y a les difficultés, on peut les nommer comme ça. Bon, les difficultés. Parmi ces difficultés, il y en a qui sont effacées. Il y a des dettes qui sont effacées. Il y a des difficultés qui sont renforcées. D'une manière générale, ce à quoi j'ai pu assister me permet d'affirmer qu'il n'est pas permis aux mourants de simplement dire, par exemple, avec un mauvais cœur, allez, je multiplie par 100 l'espace dommageable du transgénérationnel que je leur balance dans la tronche à ceux-là. Non. En fait, alors je dois aussi préciser que je me positionne dans des espaces d'amélioration et lumineux et dans le cœur. Donc je ne sais pas forcément ce qu'il se passe chez ceux qui ont choisi immédiatement la noirceur et de continuer dans la noirceur. Si par exemple, il y a des gens qui sont dans des schémas addictifs et qui ont vendu leur âme au diable,
je peux imaginer intellectuellement que ce sera à peu près de la même façon quand ils vont transiter. D'accord? Simplement avec un vocabulaire différent. Par le vocabulaire employé, je sais où je me positionne au plan énergétique. De la même façon que si je quitte ce domaine donc de l'accompagnement en fin de vie et que je me positionne simplement dans le relationnel, peu importe, quelque chose qui se passe dans ma vie, etc., je sais que par l'emploi de tel ou tel mot, langage courant, langage familier, langage soutenu, je ne suis pas dans la même énergie. Mon verbe est créateur et j'en suis l'observateur, parfois. Et parfois, j'en suis l'interprète, mais aussi le scénariste qui choisit tous les mots qui sont employés. J'ai un peu tous les rôles en tant qu'être humain et je me les octroie par choix, je dirais, en fait, avec naturel. Bon, pour moi, c'est quelque chose qui effectivement fait partie de ma vie et qui est naturel. Alors attention, voilà. En fait, on a un des chats qui est toujours très présent dès qu'il est question d'énergie, etc. Et puis, là aussi, je réalise ces petites vidéos depuis un poste qu'il affectionne habituellement particulièrement, poste d'observation, qui lui donne plein pouvoir sur ce qu'il regarde à droite et à gauche. Donc là, on est en partage de territoire. C'est un chat guérisseur. Les chats sont... alors, beaucoup d'animaux ont des vertus humanistes, je vais dire. Voilà, des vertus humanistes. Et des capacités énergétiques de transformation qui nous accompagnent très bien. Et on peut observer aussi que certains animaux sont en fait des réincarnations temporaires, des émanations temporaires de certains de nos guides, par exemple. Et il m'est arrivé, lors de cet accompagnement en fin de vie dont je parlais tout à l'heure, qui m'a permis de recevoir de grands enseignements, tout en les prodiguant autour de moi à ce moment-là, j'ai pu observer que, en arrivant chez la personne, tout de suite j'avais détecté qu'il y avait des présences inhabituelles. Voilà, des présences inhabituelles, et cela vous fera peut-être sourire avec un fond de moquerie, mais c'était des chats. Dans le quartier, il y avait des chats dont j'ai compris en les voyant immédiatement quelles étaient les personnes derrière. En fait, ce sont des gens qu'on appelle des défunts, donc des proches en fait dans l'arbre généalogique des ancêtres de la personne qui était en train de décéder, qui ont pris forme, de façon temporaire, hein, bien sûr. Je pense qu'ils ne sont pas réincarnés pour faire 15 ans, pendant 15 ans, le chat autour d'une maison comme ça ou d'un appartement. Hein. Donc de façon temporaire, ils ont pris une forme animale. Et en fait, il y a particulièrement 2 chats, moi, que j'avais observés, et je m'étais dit, ils ont une drôle de gueule, en fait. Alors, en réalité, j'ai été un peu surprise hein, quand je suis arrivée chez la personne et que j'ai compris que voilà, je venais d'être sortie de chez moi en urgence sans comprendre ce qui se passait. Donc, sortie de chez moi, comprendre que je recevais un appel télépathique. Pour moi, maintenant, depuis quelques années, cela se passe comme ça tout le temps. En réalité, pour les accompagnements en fin de vie, je reçois des appels télépathiques et je sens que je vais être mise au service. Ok. Bon. Et là, comme c'était une personne quand même assez proche de moi, je pense qu'il y avait quelque chose qui, au niveau émotionnel, qui occultait un peu l'ensemble des messages, jusqu'au moment où je me suis trouvée face à la personne, et là, je voyais clair, et le travail d'accompagnement a commencé. Pour moi, ça a été quelque chose qui m'a fait grandir énormément, qui m'a permis en fait de prendre une position claire, sans équivoque, sans doute, sans avoir le moindre doute. Je savais trouver en moi
sans même la chercher, c'est ça qui était le plus dingue. La force, en fait, d'être ce que je suis. À ce moment-là, on m'aurait questionné, et d'ailleurs le médecin du SAMU m'a questionné à un moment donné en me demandant en réalité quelle était, alors ma position vis-à-vis de la personne qui était en train de décéder, il le savait, mais en réalité quelle était ma profession. Et un peu étourdie, je lui dis énergéticienne, je sais pas, en me disant mais enfin pourquoi il pose la question qu'à moi, enfin voilà, et bon. Alors après, quand on remet tout le lot d'informations dans le scénario qui se déroulait à ce moment-là et qui a duré plus de 2 minutes hein, quand même, on était sur un ensemble d'1 heure et demie, 2 heures hein, quand même, eh bien oui, il y a eu des actions qui ont été observées, des actions que je menais parce que la personne mourante était en train de m'ordonner psychiquement, avec gentillesse, hein, mais c'était un ordre quand même. Tiens, est-ce que tu peux faire ci, ça, remettre des choses à plat, à ranger quoi, hein. Voilà, deux, trois petits trucs. Ben parce que c'est une personne qui tenait à cœur de partir avec un peu plus de rangement autour de soi. Mais c'est joli parce que ça veut dire que dans sa façon de penser, la personne était déjà en train d'étager ce qui doit être gardé, de ranger ce qui doit servir à quelque chose. C'est de façon symbolique, hein. Ce que la personne pense, elle le transmet dans le monde physique. Alors là, ça passait à travers moi, puisque la personne n'avait pas ce pouvoir physique de déplacer les objets. On n'était pas dans le film Ghost non plus, hein. Quand même. Voilà. Que vous dire de plus? Eh bien, écoutez, je sens qu'il y a eu beaucoup d'informations données. Je ne sais pas si tout a été bien mis en circuit très logique et très coordonné. Pardonnez-moi, mais je ne réécoute pas les vidéos quand c'est comme ça. Mais je sens en fait que là, simplement, voilà, on ferme une porte, je n'ai plus rien à dire sur cette vidéo de partage. En tout cas, soyez assurés, encore une fois, que lorsque vous traversez des épisodes difficiles dans votre vie, c'est ça en fait, des épisodes difficiles, vous êtes toujours accompagné. Parfois, eh bien, par des présences physiques que vous voyez, un humain comme vous, comme moi, et parfois par d'autres présences. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher, elles sont là. Il y a besoin de les ressentir. D'accord? Les ressentir. Et on ne va pas les chercher en créant depuis une partie de notre tête qui a peur d'être seule. C'est ça aussi. Une prochaine fois, on pourra s'interroger peut-être ensemble sur la peur. Je note en même temps. Parce que quand je suis en canal, des fois, après, une fois que c'est terminé, je n'ai plus les infos, je suis passée à autre chose, c'est pas ma vie. Donc un jour, on pourra s'interroger aussi sur la peur d'être seule. À bientôt, au revoir.